j'ai voulu sortir un peu de la façon dont on aborde le sujet du renseignement dans les études de renseignement, dans le champ des études de renseignement, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Et j'ai voulu poser une question fondamentalement politique. Je suis parti d'un paradoxe. Finalement, quand dans les démocraties nous sommes invités à voter, nous nous mettons dans un isoloir et il faut que le bureau de vote fasse respecter le secret. Il s'assure que le rideau est bien tiré, que vous allez pouvoir opérer votre choix politique et vous allez même mettre un bulletin dans une enveloppe. Donc il y a un double secret, une double enveloppe de secret. Bon, tout ça c'est très physique, très mécanique, mais ce n'est pas du tout symbolique. Bien. Et donc, ce qui fonde la démocratie, c'est-à-dire le vote des électeurs, est secret. Et ce que l'on observe ensuite, c'est que lorsque l'on regarde les textes constitutionnels qui fondent les démocraties, je précise que dans ce travail, j'ai fait une comparaison entre trois grandes démocraties libérales, les trois plus anciennes historiquement, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Le vote est secret dans ces trois pays, mais quand on regarde ce qui est les constitutions, ou ce qui tient lieu de constitution en cas britannique, on s'aperçoit qu'il ne semble pas y avoir de place pour le secret. Donc il y a un paradoxe, le fondement du vote est secret, et ensuite c'est comme si tout le reste devait se faire de façon publique, comme si finalement le secret n'avait pas de droit de cité. Et donc, à partir de ce paradoxe, j'ai bâti une réflexion, et je me suis aperçu que cet ouvrage dans lequel il y a de la sociologie historique, un petit peu de théorie politique, et aussi ce qu'on appelle donc des relations internationales, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de théorie du secret dans les études sur la démocratie. C'est très intéressant, c'est-à-dire que tous les auteurs, les très grands auteurs devant lesquels je m'incline, ont fait comme si la démocratie était en permanence publique ou transparente. Or, il y a une historicité de tout cela que je retrace dans l'ouvrage. Et en fait, pour moi, la question du secret de la démocratie, ça m'a permis de montrer que le secteur qui est retranché à la publicité et à la transparence, qui est donc ce que j'appelle le renseignement et ce que j'ai appelé l'état secret, on pourra peut-être y revenir, eh bien, il est en permanence travaillé par la publicité d'une part, qui émerge début du XIXe siècle dans les trois pays, et la transparence qui date des années 1970-1980. Des mouvements que vous liez au libéralisme d'un côté et au néolibéralisme de l'autre pour la transparence. C'est une évolution historique qui est liée à cette évolution politique. Exactement. Ça, ce sont deux points absolument centraux. La publicité qui va être la première à travailler le secret de l'État, parce que l'État à l'origine, indépendamment du renseignement, l'État est une structure, lorsqu'il naît au Moyen-Âge, qui est totalement secrète. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'espace politique, donc il ne peut pas y avoir de publicité, il n'y a pas d'opinion constituée. Donc l'État classique, il est secret par nature. Au fil des années et surtout des siècles, l'État s'est lentement à la fois démocratisé et lentement publicisé. Et il s'est publicisé grâce au rôle, au levier qu'a été dans le libéralisme politique, cette idéologie tout à fait fondamentale qui naît au XVIIe, XVIIIe siècle. Le libéralisme, cette idéologie, va travailler l'État classique et lui imposer de se publiciser. Et effectivement, il y a une deuxième étape qui est pour moi fondamentale et qui est la deuxième partie du titre de mon livre, et c'est sur la transparence démocratique. Cette transparence, elle est pour moi au cœur de l'idéologie néolibérale qui a des effets très contraignants sur tout ce qui peut être secret dans l'État.